En 260 après Jésus-Christ, un soldat romain tient dans sa main une pièce d'argent. Son salaire du mois. Il la soupèse. Quelque chose ne va pas. Cette pièce est plus légère que celle du mois dernier. Et celle du mois dernier était déjà plus légère que celle d'avant. Il la mord. Le métal s'enfonce légèrement sous ses dents. Ce n'est plus de l'argent pur. C'est du cuivre recouvert d'une fine couche argentée. Son empire vient de le voler. Sans qu'il s'en rende compte, Rome est en train de commettre le crime économique qui détruira la plus grande civilisation de l'histoire. Pas une invasion barbare, pas une catastrophe naturelle, mais quelque chose de bien plus insidieux. Une manipulation invisible qui transformera l'économie la plus prospère du monde antique en désert commercial. Ce soldat tient dans sa main la véritable arme de destruction massive de Rome. Et dans les 15 prochaines minutes, vous allez comprendre comment une simple pièce de monnaie a fait s'effondrer un empire qui durait depuis 1000 ans. Si vous voulez comprendre comment les empires s'effondrent vraiment, abonnez-vous à la monnaie souveraine. Chaque semaine, nous décryptons les mécanismes économiques cachés qui façonnent notre monde. Parce que l'histoire ne se répète pas, mais elle rime dangereusement. Revenons 200 ans en arrière. En 60 après Jésus-Christ. L'Empire romain est la superpuissance absolue du monde connu. Imaginez, un territoire qui s'étend de l'Écosse au Sahara, de l'Atlantique à l'Euphrate. 70 millions d'habitants, un tiers de la population mondiale de l'époque. Et surtout, une économie qui fonctionne comme une machine parfaitement huilée. Au cœur de cette machine, une monnaie en argent pur appelée le denier. 4,5 grammes d'argent à 95%. Partout dans l'Empire, cette pièce a la même valeur. À Rome, à Athènes, à Alexandrie, à Londinium. C'est le dollar de l'Antiquité. La monnaie de réserve mondiale. Cette monnaie permet quelque chose d'extraordinaire, le commerce à grande échelle. Un marchand peut acheter du blé en Égypte, le transporter à Rome et être sûr que sa monnaie aura la même valeur à l'arrivée qu'au départ. Pas de change, pas d'inflation, juste de la confiance. Et cette confiance repose sur une promesse simple. Chaque denier contient exactement la même quantité d'argent que le précédent. L'empereur garantit le poids et la pureté. C'est son premier devoir. Plus important que construire des routes. Plus important que conquérir des territoires. Résultat, l'économie romaine explose. Les routes commerciales s'étendent sur 85 000 km. Les navires marchands sillonnent la Méditerranée dans tous les sens. Les villes grandissent. Les marchés fourmillent. L'Empire produit de tout, du vin, de l'huile, des tissus, des armes, des bijoux, du verre. Un citoyen romain moyen vit mieux que n'importe quel roi d'Europe 1000 ans plus tard. Il a l'eau courante, des bains publics, du pain quotidien, des spectacles gratuits, et une monnaie stable qui lui permet de planifier son avenir. Mais voilà le problème avec les empires prospères. Ils coûtent cher à maintenir. 30 légions patrouillent les frontières. 300 000 soldats professionnels à payer chaque mois. Plus les retraites des vétérans. Plus les routes à entretenir. Plus les aqueducs. Plus les fonctionnaires. Plus le blé gratuit pour le peuple de Rome. Plus les jeux du cirque pour éviter les émeutes. Et tout ça se paye en deniers d'argent. Pendant 200 ans, le système tient. L'Empire est riche. Les mines d'argent d'Espagne produisent. Les impôts rentrent. Les caisses sont pleines. Mais en l'an 161, quelque chose change. L'empereur Marc Aurèle doit faire face à une guerre massive sur le Danube. Les tribus germaniques attaquent. Ça coûte une fortune. Les caisses commencent à se vider. Et c'est là qu'un empereur romain a l'idée la plus catastrophique de l'histoire économique. Une idée qui semble géniale sur le moment. Une idée qui détruira tout. Si on manque d'argent pour payer les soldats, pourquoi ne pas simplement mettre moins d'argent dans les pièces? Pensez à ce que ça signifie concrètement. Vous avez une pièce qui contient 4,5 grammes d'argent pur. Vous la remplacez par une pièce qui contient 4,3 grammes d'argent mélangé à du cuivre. Mais vous dites à tout le monde que c'est la même pièce, même poids apparent, même apparence. Vous venez de créer de l'inflation par dévaluation. Et c'est exactement ce que fait Marc Aurèle en l'an 161. Il réduit la teneur en argent du denier de 95% à 80%. Pourquoi c'est un génie à court terme? Parce qu'avec la même quantité d'argent, vous fabriquez maintenant 20% de pièces en plus. Problème de budget réglé. Les soldats sont payés. La guerre continue.
Pourquoi c'est une catastrophe à long terme? Parce que vous venez de briser la confiance. Rappelez-vous, toute l'économie romaine repose sur une promesse. Un denier égale une quantité fixe d'argent. Quand cette promesse est brisée, trois choses se passent simultanément. Première conséquence, les marchands s'adaptent. Ils ne sont pas idiots. Ils testent les pièces. Ils les pèsent. Ils les mordent. Et quand ils réalisent que la nouvelle pièce contient moins d'argent, ils augmentent leur prix de 20%. Un pain qui coûtait un denier coûte maintenant 1,2 deniers. C'est mathématique. Deuxième conséquence, l'inflation se répand comme un virus. Parce que tout le monde fait pareil. Le boulanger augmente le prix du pain. Le meunier augmente le prix de la farine. Le fermier augmente le prix du blé. Le transporteur augmente ses tarifs. Et on revient au point de départ, l'État manque encore d'argent. Troisième conséquence, les citoyens perdent confiance. Ils commencent à thésauriser les anciennes pièces, celles qui contiennent vraiment de l'argent. Les nouvelles pièces, personne n'en veut. Vous avez maintenant deux monnaies parallèles, la bonne et la mauvaise. C'est la loi de Gresham. La mauvaise monnaie chasse la bonne. Mais voici le piège. Une fois que vous commencez, vous ne pouvez plus vous arrêter. L'empereur suivant, Commode, hérite d'un empire en crise. Il réduit encore la teneur en argent, de 80% à 70%. Puis son successeur fait pareil. 70% devient 60%. Puis 50%. Puis 40%. En l'an 260, sous l'empereur Galien, le denier ne contient plus que 5% d'argent. C'est une pièce de cuivre avec un mince plaquage argenté. Une arnaque à ciel ouvert. Faites le calcul, en 100 ans, la monnaie romaine a perdu 95% de sa valeur réelle. C'est de l'hyperinflation au ralenti. Et les prix explosent. Selon les historiens économiques, entre l'an 200 et l'an 300, les prix sont multipliés par 100. Un pain qui coûtait un denier en coûte maintenant 100. Imaginez ça dans votre vie, votre salaire reste le même nominalement, mais tout coûte 100 fois plus cher. Votre loyer, votre nourriture, tout. Résultat, l'économie romaine s'effondre. Les marchands arrêtent de faire du commerce à longue distance. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus fixer de prix. Quand vous achetez du blé en Égypte pour le revendre à Rome 3 mois plus tard, vous ne savez pas quel sera le prix à l'arrivée. La monnaie change de valeur chaque semaine. Le commerce international s'arrête. Les routes commerciales se vident. Les ports se transforment en villages de pêcheurs. Les villes rétrécissent. Les artisans abandonnent les métiers spécialisés. Avant, vous pouviez être potier à Rome et échanger vos poteries contre de la nourriture. Maintenant, plus personne ne veut de votre monnaie dévalorisée. Alors vous quittez la ville. Vous retournez à la campagne. Vous cultivez votre propre nourriture. C'est le retour à l'économie de subsistance. Chacun produit ce qu'il consomme. Plus d'échanges, plus de spécialisation, plus de progrès. L'empire le plus sophistiqué du monde est en train de retourner à l'âge de pierre économique. Et l'État panique. En l'an 301, l'empereur Dioclétien promulgue un édit des prix maximum. Il fixe par décret le prix de 1200 produits différents. Le pain ne peut pas coûter plus de X deniers. La viande ne peut pas coûter plus de X deniers. Vous savez ce qui se passe quand on fixe des prix artificiellement bas pendant une hyperinflation? Les marchands arrêtent de vendre. Ils cachent leurs produits. Ils attendent. Ou ils vendent au marché noir. Les pénuries se multiplient. Les marchés se vident. Les émeutes commencent. Dioclétien réagit en augmentant les peines. Vendre au-dessus du prix maximum devient un crime capital. Peine de mort. Mais ça ne change rien. On ne peut pas résoudre une crise monétaire avec des lois pénales. L'économie romaine est maintenant en mode survie. Mais attendez, parce que le pire reste à venir. Vous vous souvenez des 300 000 soldats qui protègent l'Empire? Eux aussi sont payés en monnaie dévalorisée. Un légionnaire romain, vers l'an 250, gagne officiellement 300 deniers par an. Sauf que ces 300 deniers ne valent plus rien. Avec son salaire annuel, il peut à peine acheter de quoi se nourrir pendant un mois. Alors il fait quoi? Il pille les provinces qu'il est censé protéger. Il prend par la force ce que l'État ne peut plus lui payer. Les légions deviennent des bandes de mercenaires. Elles changent de camp au gré des généraux qui promettent le plus de butin. Entre l'an 235 et l'an 285, il y a 50 empereurs différents. 50. En 50 ans. La plupart meurent assassinés par leurs propres soldats. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus les payer correctement. C'est l'anarchie militaire. Les légions se battent entre elles pour le contrôle de Rome. Les frontières sont abandonnées. Les barbares en profitent. Ils traversent le Rhin et le Danube presque sans résistance. Mais voici la vérité que personne ne vous dit dans les cours d'histoire, les barbares n'ont pas détruit l'Empire romain. Ils ont simplement occupé un cadavre économique. Prenez la Gaule. Vers l'an 260, les tribus germaniques traversent le Rhin. Ils pillent 60 villes. Mais vous savez ce qu'ils trouvent? Des villes déjà en ruine. L'économie locale est morte depuis des décennies. Les habitants sont partis. Les marchés sont vides. Il n'y a plus rien à piller. Les barbares ne détruisent pas la civilisation romaine.
Ils constatent qu'elle s'est déjà autodétruite. Et le pire, la spirale continue à s'accélérer. Les provinces les plus riches font sécession. La Gaule, l'Espagne, la Bretagne se déclarent indépendantes en l'an 260. Elles créent leur propre empire, l'empire gaulois. Pourquoi? Parce qu'elles en ont marre de payer des impôts à Rome en échange d'une monnaie qui ne vaut rien et d'une protection militaire inexistante. En Orient, la riche province de Palmyre fait pareil. Elle se déclare indépendante sous la reine Zénobie. L'empire se fracture, et avec lui, l'économie commune. Chaque région retourne à son économie locale. Plus de commerce interrégional. Plus de grande économie unifiée. Les villes se vident. Regardez les données archéologiques. Entre l'an 200 et l'an 400, la population urbaine de l'Empire chute de 70%. Des métropoles de 100 000 habitants deviennent des bourgs de 10 000. Rome elle-même passe de 1 million d'habitants en l'an 200 à 50 000 habitants en l'an 500. Une chute de 95%. Les infrastructures s'effondrent. Les aqueducs ne sont plus entretenus. Les routes se dégradent. Les ponts tombent. Les thermes ferment. Les bibliothèques brûlent. Pourquoi? Parce que tout ça coûtait de l'argent. Et l'argent n'existe plus. Enfin si, il existe, mais il ne vaut plus rien. L'État lui-même abandonne la monnaie. Vers l'an 300, les impôts ne se paient plus en argent. Ils se paient en nature. Du blé, du vin, des animaux. On est revenu au troc. Comme à l'âge de bronze. Les salaires aussi. Les soldats sont payés en rations alimentaires et en terres. Les fonctionnaires aussi. Plus personne ne veut de la monnaie officielle. Et voici le coup de grâce, l'innovation s'arrête. Complètement. Pensez-y. Toute innovation nécessite des investissements. Vous devez accumuler du capital. Acheter des outils. Former des apprentis. Expérimenter. Ça prend du temps. Et pour ça, vous avez besoin d'une monnaie stable qui garde sa valeur dans le temps. Quand la monnaie s'effondre, personne n'investit plus. Personne ne planifie à long terme. Vous vivez au jour le jour. Vous produisez juste assez pour survivre aujourd'hui. Résultat, plus d'invention. Plus d'amélioration technique. Plus de progrès. L'Empire romain, qui avait inventé le béton, l'aqueduc, la chirurgie avancée, retombe dans l'obscurantisme technique. Quand les barbares installent leur royaume sur les ruines de Rome au 5e siècle, ils trouvent une civilisation qui a oublié comment construire en pierre. Les nouvelles constructions sont en bois. Les routes ne sont plus pavées. Les ponts ne sont plus en arc. On est revenu 1000 ans en arrière. Et tout ça vient d'une seule décision, d'évaluer la monnaie pour payer les dépenses de l'État. Vous voyez maintenant pourquoi cette histoire est terrifiante. Parce qu'elle ne parle pas que du passé. Elle parle de maintenant. Si vous voulez comprendre où nos propres économies nous mènent, partagez cette vidéo. Et dites-moi en commentaire, voyez-vous des parallèles avec aujourd'hui? Alors voici la vraie question. Est-ce que nous sommes en train de répéter l'erreur de Rome? Regardez les chiffres. Entre 1971 et aujourd'hui, le dollar américain a perdu 98% de son pouvoir d'achat. L'euro, pareil. En 50 ans, la monnaie mondiale dominante a subi la même dévaluation que le denier romain en 100 ans. Juste 2 fois plus vite. Comment on en est arrivé là? Exactement de la même façon que Rome. En déconnectant la monnaie de sa valeur réelle. En 1971, le président Nixon a fait ce qu'aucun empereur romain n'avait osé faire complètement, il a supprimé tout lien entre le dollar et l'or. Avant, chaque dollar pouvait être échangé contre une quantité fixe d'or, comme le denier romain pouvait être échangé contre une quantité fixe d'argent. Après 1971, le dollar est devenu une simple promesse. Une dette. Un bout de papier qui ne vaut que la confiance qu'on lui accorde. Et depuis, les banques centrales font tourner la planche à billets. Exactement comme Rome réduisait la teneur en argent de ses pièces. Même cause, mêmes effets. Les prix explosent. En 1971, une maison moyenne aux États-Unis coûtait 25 000 $. Aujourd'hui, 400 000 $. Multiplication par 16. Le salaire réel, lui, a stagné. Le commerce international vacille. Les pays abandonnent le dollar. La Chine, la Russie, l'Inde négocient maintenant en yuan, en rouble, en roupie, ou en or physique. Comme au temps du troc. Les dettes publiques explosent. Les États-Unis ont 35 000 milliards de dollars de dettes, soit 120% de leur PIB. L'Union européenne, pareil. Comment ils comptent la rembourser? Ils ne comptent pas. Ils vont l'effacer en dévaluant la monnaie, comme Rome. Les classes moyennes s'appauvrissent. Comme les citoyens romains qui voyaient leur pouvoir d'achat fondre. Les villes deviennent inabordables. Les jeunes renoncent à avoir des enfants parce que c'est trop cher. Les populations urbaines commencent à décroître dans certains pays. Même les soldats sont mal payés. Le salaire moyen d'un militaire américain est de 30 000 $ par an. Essayez de vivre avec ça en 2025. Les légions romaines avaient exactement le même problème vers l'an 250. Et voici le parallèle le plus terrifiant, l'innovation ralentit. La productivité stagne.
les grandes découvertes scientifiques se raréfient. Pourquoi? Parce que l'investissement à long terme devient impossible quand la monnaie perd sa valeur chaque année. Maintenant, je ne dis pas que notre civilisation va s'effondrer demain. Rome a mis 200 ans à tomber après la première dévaluation. Nous en sommes à 50 ans. Mais les mécanismes sont identiques. L'État dépense trop. Il ne peut pas augmenter les impôts sans provoquer une révolution. Alors il dévalue la monnaie, ce qui crée de l'inflation, ce qui appauvrit les citoyens, ce qui force l'État à dépenser encore plus. Spirale infernale. La vraie leçon de Rome n'est pas que les barbares détruisent les empires. C'est que les empires se détruisent eux-mêmes, de l'intérieur, par leurs propres erreurs économiques. La monnaie est le sang de l'économie. Quand vous empoisonnez le sang, tout le corps meurt, lentement, sûrement, inévitablement. Rome nous a laissé un avertissement gravé dans l'histoire. Un empire de 1000 ans peut s'effondrer en quelques générations si sa monnaie perd sa valeur. La question n'est pas de savoir si nous avons écouté cet avertissement. Regardez autour de vous. La réponse est évidente.